millefeuille ou bas de laine, autant de réserves naturelles pour nos petites économies. Eh bien, c'est fini ou presque. Dans le magazine du 20h, nous nous intéressons à la fin du cash, des espèces. Avec les paiements par carte, en ligne, sans contact, les billets circulent moins. Alors, les distributeurs sont retirés les uns après les autres, ce qui est mal vécu dans les zones rurales. Reportage d'Audrey Richier, Raymond Chaplard et Virgile Liado. Voilà 4 ans que lorsqu'elle fait ses courses dans son village, Francine Claire ne peut plus retirer d'argent. Le distributeur était à ce niveau-là, en fait. Voilà. Autrefois situé dans l'agence postale, le distributeur automatique de billets de Sainte-Anastasie-sur-Issole, dans le Var, a été supprimé faute de rentabilité. Donc là, même si on veut venir manger au restaurant, si on a besoin de liquide, c'est toujours embêtant. Cette retraitée qui habite ici depuis 28 ans doit donc faire 15 minutes de route pour récupérer de l'argent liquide. J'ai l'avantage d'avoir un véhicule, donc ça me permet quand même de me mobiliser facilement, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde en fait. Aujourd'hui, les Français utilisent encore les pièces et les billets pour la moitié de leurs transactions. Pour Francine Claire, c'est même encore plus. En principe, je retire 700 € en début de chaque mois et je fais en fonction de mes achats. Je sais que j'ai besoin de temps, en gros, je calcule par rapport à mon budget. Plus de 2000 distributeurs de billets ont disparu en France depuis 2023. À la Gaude, dans le département voisin des Alpes-Maritimes, il n'y en a plus non plus. Seul moyen de s'approvisionner, ce petit supermarché qui propose à ses clients de retirer jusqu'à 150 €. Je vais prendre 30, c'est possible? Oui, bien sûr. Billet de 20, billet de 10? Oui. Et voilà. Et merci. Et merci à vous. Ça me permet de faire et mes courses et avoir de l'argent et rentrer chez moi en toute tranquillité. Mais à chaque retrait, le commerçant paie une commission de 0,25% du montant retiré. On perd un petit peu de sous là-dessus. Donc c'est vraiment juste pour aider les gens, dépanner les gens, pour fidéliser la clientèle, quoi. Alors, pour permettre à leurs habitants de retirer 24 heures sur 24, certains maires prennent les choses en main en équipant leur commune d'un point cash. Un distributeur vient tout juste d'être installé par une société de convoyage de fonds dans ce bâtiment communal du Rouret, dans les Alpes-Maritimes. Il reçoit son tout premier approvisionnement. Il y a une étude au préalable qui est effectuée par nos services justement pour voir le potentiel et aussi également la sécurité du lieu choisi, pour voir si tout est OK pour la mise en place de ce distributeur à billets. Coût de l'installation pour la commune, 50 000 €, auxquels s'ajouteront 11 000 € par an de frais de fonctionnement et d'approvisionnement. C'est un service que les populations vont payer au travers de leurs impôts. Donc on s'accommode et nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de compléter nos services autrefois qui étaient couverts par le privé. Objectif des communes, redynamiser le commerce local. Voilà 15 mois que ce distributeur communal a été installé à Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Et en ce jour de marché, il a du succès. On mesure plus peut-être le niveau des dépenses qu'en payant tout le temps par carte. On finit par plus savoir ce qu'on fait avec une carte. On voulait prendre des herbes de Provence et le vendeur nous dit que c'est la carte à partir de 15 €. Donc voilà, on retire de l'argent, c'est facile et ça arrange tout le monde. Cette touriste venue du nord de la France retire ainsi 40 € pour ses achats sur le marché. 15 €, c'est bien ça? Merci. Merci. Comme de nombreux commerçants ambulants, Laurent Baudet n'accepte pas la carte bancaire pour moins de 20 € d'achat. L'installation du distributeur lui a donc permis d'accroître les petites ventes de ses produits régionaux. Les gens qui n'avaient pas d'argent, ils étaient obligés de descendre à côté de la mairie, enfin plus à la poste. Et des fois, ils ne remontaient pas, quoi. Donc vous perdiez des clients? Oui, on pouvait perdre des clients. La commune ne fait aucun bénéfice sur ces retraits. Mais en période estivale où sa population est multipliée par 5, le point cash enregistre jusqu'à 2500 retraits par mois. Permettre de retirer de l'argent devient donc parfois un service public. Pourtant, selon la Banque de France, 98,8% de la population française vit à moins de 15 minutes d'un distributeur de billets. En Suède, les billets avaient quasiment disparu ces dernières années. Tout le monde payait avec sa carte ou son téléphone portable. Mais depuis une cyberattaque qui a bloqué les paiements, le gouvernement suédois recommande à ses citoyens de garder un peu d'argent liquide chez eux en cas de panne ou de guerre. Reportage de Valérie Astruc et Théophile Obriot. Dans cette boulangerie à Stockholm, plus personne ne règle sa baguette ou son pain au chocolat en pièces de monnaie. Vous allez payer comment? Avec mon téléphone. C'est très pratique. Ça marche très bien. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'acheter une baguette avec de l'argent liquide? Ça sera très difficile parce que je n'ai pas d'argent sur moi ni à la maison.
Ici, tout se paye avec une carte de crédit ou un téléphone portable. Sur le comptoir, fini la caisse. Le patron, un Français marié avec une Suédoise, n'accepte plus de liquide depuis 6 mois. Le cash, c'est trop contraignant. Ça prend trop de temps. Compter la caisse le soir, amener le cash à la banque. Champions du digital, les Suédois sont convertis au paiement 100% électronique depuis bien longtemps. Conséquence, vous savez où je peux retirer des billets? Je ne sais pas où on peut trouver ça. Impossible de trouver un distributeur. Notre question paraît même totalement incongrue. So sorry. Désolé, on n'utilise pas l'espèce en Suède. C'est quand la dernière fois que vous avez payé en cash? Des ans, 15 ans, je ne sais pas. Tu sais, je peux même payer avec mon montre. Ah, nous finissons par trouver un distributeur. Et surprise, un Suédois s'y trouve. Vous avez quel âge? Je suis très vieux, j'ai 71 ans. Je n'utilise pas de cash d'habitude, mais là, c'est plus pratique de glisser un billet dans une carte d'anniversaire. C'est ça le plan. Mais la disparition du cash peut virer au cauchemar. Il y a un an, des centaines de supermarchés ont dû fermer leurs portes, victimes d'une cyberattaque, quelques mois après l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Un groupe de hackers russes a paralysé le système de paiement. Conséquence, les députés envisagent d'obliger les commerces et pharmacies à accepter le cash pour les produits de première nécessité. Ce qui s'est passé en Espagne avec la coupure d'électricité, si c'était arrivé en Suède, aucun magasin n'aurait pu vendre quoi que ce soit. C'est un avertissement pour nous. Les seniors aussi font entendre leur voix. Il y a un truc en plus avec les espèces. Ils ont même monté un collectif pour défendre l'argent liquide. Vous prenez la monnaie? Non, je suis désolée, on ne prend que la carte. Vous ne prenez que les cartes? Bah plus pour bien longtemps. Bjorn Eriksson veut étendre à tous les commerces la future obligation d'accepter du cash. Les plus âgés oublient leur code ou ne sont pas habitués aux techniques digitales. Mais ils font aussi partie de la société. Pourquoi ne pourraient-ils pas payer eux aussi? Les seniors ont aussi envie de prendre un café. Refaire circuler du cash, une nécessité. Le Parlement veut aussi contraindre les banques à accepter les dépôts en liquide des particuliers et des entreprises. Les banques en Suède ont fermé de nombreux guichets de dépôt et de distributeurs. Du coup, le système bancaire n'est pas assez entretenu pour que ça marche si une crise arrive. Enfin, la brochure distribuée à tous les Suédois pour se préparer en cas de guerre a été réactualisée. Dans ce paragraphe, il est recommandé de garder de l'argent liquide chez soi pour au moins une semaine. Les autorités estiment que le cash est le seul moyen de paiement sûr si tout s'arrête. Si la monnaie se fait plus rare, les crypto-monnaies, elles, sont en train de conquérir le monde. Donald Trump en fait même la promotion. Elles ne sont pas contrôlées par les États, elles permettent de payer sans laisser de traces et ont d'ailleurs parfois une réputation sulfureuse. 3 infos pour comprendre est signé Dorothée Lachaud avec Serhan Ganzer. Imaginez un monde sans pièces, sans billets et sans chèques, où de l'argent virtuel coule à flot. Bienvenue au royaume de la crypto-monnaie. Une devise numérique, née sur Internet, au mode d'emploi bien différent de celui d'une monnaie et dont les cours sont complètement fous. On vous donne 3 infos pour comprendre. En 2009, pour échapper au système bancaire traditionnel, un certain Satoshi Nakamoto lance le Bitcoin. C'est la toute première crypto-monnaie, autrement dit des lignes de code qui s'apparentent à une monnaie numérique. Elle fonctionne grâce à des milliers d'ordinateurs qui utilisent leur puissance pour la protéger. Mais elle n'est supervisée ni par un État, ni par une banque centrale. Alors, comment fonctionnent les cryptos? C'est notre deuxième info. Imaginons que vous vouliez investir 500 €. Première étape, créer un compte sur une banque en ligne ou une plateforme. Vos 500 € vous permettent ensuite d'acheter, par exemple, une fraction de Bitcoin qui sera stockée dans un portefeuille numérique. Ce portefeuille est protégé par ce qu'on appelle une clé privée, une suite très complète de lettres et de chiffres qui constitue le mot de passe pour y accéder. Lorsque vous prendrez la décision de vendre, vous récupérerez peut-être vos 500 €, ou beaucoup plus, ou beaucoup moins, en fonction de l'évolution du marché. Parce qu'investir dans les crypto-monnaies reste très risqué. Leur cours, et c'est notre troisième info, joue aux montagnes russes.
Exemple le 5 avril dernier. Quand les sanctions financières de Donald Trump entrent en vigueur, le Bitcoin s'effondre. Il perd 10% en 24 heures et passe sous la barre des 75 000 $. Mais quelques jours plus tard, le président américain suspend ses taxes et le cours remonte. Mi-mai, il dépasse les 100 000 $. Les crypto-monnaies, un actif spéculatif de plus en plus critiqué, car il permettrait aujourd'hui à certains criminels de blanchir de l'argent. L'argent liquide a un avantage, on peut compter ses billets, savoir quand on n'en a presque plus et gérer ses dépenses au centime près. Les nouvelles générations manipulent désormais des cartes, des téléphones, voire des petits boîtiers connectés magiques pour des paiements relativement virtuels, comme nous le montrent Joanne Maviert et Benjamin Poulain. Je vais vous prendre un donut ou un collier de bonbons, s'il vous plaît. Plutôt que des pièces de monnaie, Jeanne Carpentier utilise cette figurine pour payer son goûter. Avant, j'avais de l'espèce, mais maintenant, j'ai un petit boîtier qui sert à payer comme une carte bleue, en sans contact. Le début de l'indépendance pour la jeune fille de 11 ans. Quand je veux aller m'acheter des bonbons, généralement, j'ai pas le droit. Mais là, vu que ma mère n'est pas là, je peux y aller. Pourtant, chaque dépense est surveillée à distance par sa mère. Quand ils achètent quelque chose, je suis toujours au courant. Là, par exemple, je sais que Jeanne est allée s'acheter un goûter après le collège. Ces boîtiers peuvent être rechargés via une application qui permet aussi de suivre en temps réel les dépenses. Une tranquillité qui a un prix, une trentaine d'euros, vendus en ligne, en boutique, mais aussi dans plusieurs banques. C'est ce qu'on propose, on va dire, à partir de 6 ans pour nos jeunes clients. Ça permet effectivement de ne pas distribuer de l'argent liquide, donc d'avoir une forme de sécurité. C'est extrêmement sécurisé en termes de paiement. Et pour les adolescents, toutes les banques déclinent des offres de cartes bancaires de 0 à 6 euros par mois. Avec un argument, aider les jeunes à gérer leur budget. Dans cette famille, Alisha et Lalia Traoré, 14 et 15 ans, ont déjà une carte bancaire sur leur téléphone. Je trouve que ça me rend plus autonome. Chaque mois, par exemple, elle me passe, on va dire, 30 euros. Et je peux payer, j'utilise les 30 euros et puis c'est à moi de gérer. Ça m'a appris à vouloir faire plus souvent des calculs pour être sûr de pouvoir payer et ne pas me prendre des paiements refusés à la caisse parce que c'est gênant un peu. Particularité de cette carte, Ademou Sidibé, la maman, peut depuis son téléphone bloquer les achats dans certains commerces. Une option payante, une dizaine d'euros par mois. Compagnie aérienne, tu peux pas prendre d'avion pour partir. Location de voiture, hôtel. On leur fait croire qu'ils peuvent tout faire, mais en réalité, c'est nous qui gérons tout. Parce qu'elles, elles ont ce pouvoir-là quand elles sont avec leurs amis, elles sortent leur carte, elles payent en sans contact, elles font les grandes. Mais en réalité, c'est une liberté contrôlée. Les banques déroulent le tapis rouge aux moins de 18 ans. À chacune son slogan, dès la naissance, il n'est jamais trop tôt pour épargner, pour préparer l'avenir, ou encore faire ses premières économies. Sans compter les célèbres récompenses pour les mentions au baccalauréat. Un public pourtant peu rentable et sans réel pouvoir d'achat. Alors pourquoi les banques veulent-elles séduire les adolescents ? Au départ, on est sur des besoins relativement simples, et puis petit à petit, ça va être des besoins d'épargne, voire des besoins de crédit. Mais bien sûr, ces clients, on espère les fidéliser et les garder dans la durée. Capter les clients avant leur majorité, un enjeu de survie pour les banques. Comme pour un premier achat immobilier par exemple, l'enfance est l'une des seules périodes pour attirer de nouveaux clients. Compte tenu du fait que les clients ont tendance à rester dans la même banque, ça fait que les banques ont un intérêt très très clair à essayer d'aller les bancariser, leur ouvrir leur premier compte le plus tôt possible. Au total, 1 400 000 jeunes détiennent aujourd'hui une carte de paiement. Et nous accueillons la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde. Bonsoir. Bonsoir. Vous y croyez, vous, à la fin du cash ? Non. Non ? Pas du tout. Pourquoi ? Je suis venue avec du cash, d'ailleurs, j'en ai dans ma poche. C'est vrai, toujours ? J'ai toujours du cash et je pense que ça correspond vraiment à l'aspiration d'une grande majorité de consommateurs européens. On le vérifie par des enquêtes diverses et variées. Vous avez environ 80% des consommateurs européens qui sont attachés au cash, qui veulent avoir des billets ou des pièces. D'ailleurs, il va y avoir de nouveaux billets bientôt, oui, d'euros. Absolument. On lance une nouvelle série. Ça verra le jour d'ici environ
2 ou 3 ans, une fois que les gouverneurs du système européen auront tous donné leur accord, mais on aura un nouveau format, de nouveaux dessins et on changera un petit peu la vision de l'euro parce que c'est important pour que chacun s'y retrouve. Alors vous êtes chargé de défendre l'euro, notre monnaie, de lutter contre l'inflation. Comment va l'euro aujourd'hui? L'euro va bien. L'euro va bien. Je crois que l'euro est une vraie chance pour l'Europe. On a aujourd'hui 21 États membres de l'Union européenne qui partagent la même monnaie, l'euro. Et la dernière enquête de popularité, entre guillemets, nous indique que 83% des Européens ont confiance dans leur monnaie. Donc l'euro se porte bien au regard des consommateurs qui sont contents d'avoir des euros, qui font confiance à l'euro. Et puis l'euro se porte bien parce que les investisseurs européens ou étrangers investissent en Europe, investissent en euros. Il est assez haut par rapport au dollar. C'est pas un désavantage? Je ne vais pas m'exprimer sur est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez. On est dans des taux de change qui sont flottants et des monnaies qui s'ajustent les unes par rapport aux autres. Mais en général, quand une monnaie est forte par rapport à d'autres monnaies, soit une comme le dollar ou un panier de monnaies, c'est que les éléments et les fondamentaux de l'économie sont solides. C'est plutôt bon signe. Vous annoncez que la croissance dans la zone euro sera un tout petit peu plus faible que ce qui était prévu. C'est 1,1% l'année prochaine. Ça veut dire que l'impact de la guerre commerciale lancée par Donald Trump est finalement très faible? J'aimerais bien que ce soit le cas. On a surtout une très grande incertitude parce qu'aujourd'hui, les négociations sont en cours. On ne sait pas exactement où elles aboutiront et on est dans un régime dit de pause. Régime de pause dans lequel on paye quand même 10% de droits de douane en plus. C'est le scénario d'ailleurs que vous avez pris pour donner le chiffre de 9%. C'est comme si ça ne bougeait plus, alors qu'on est encore sous la menace d'augmentation des droits de douane. Oui, mais vous savez, on a pris le régime actuel, c'est-à-dire plus 10% qui ont déjà été imposés. On a fait 2 scénarios. Un scénario où c'est beaucoup plus grave, et puis un scénario où ça se résout de manière assez conforme à nos intérêts commerciaux pour à peu près comprendre dans quelle direction on va. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, qui sont un important partenaire commercial pour l'Europe, ne représentent que 17% de nos exportations. La première grande destination de nos exportations, c'est l'Europe. On commerce entre nous, notamment grâce à l'euro. Donc 65% des mouvements de produits qui s'achètent d'un pays à l'autre, ça se passe en euros. C'est pour l'Europe en général, mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont quand même beaucoup plus affectés, comme l'Allemagne, qui exportent beaucoup plus et que des la secteurs France. d'activité, vous avez raison. Alors, vous venez d'annoncer que l'inflation en Europe serait à 2% cette année, 1,6% l'année prochaine. Et 2% l'année d'après. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'on augmente les taxes aux frontières et il n'y a pas d'impact sur l'inflation? Alors, il y a... il ne faut pas oublier, le tarif imposé par les États-Unis va s'appliquer sur les produits européens qui vont aux États-Unis. Donc ça va augmenter le prix des produits européens pour les Américains. Donc le consommateur américain, lui, il va avoir une augmentation de son inflation probable. Oui, mais je pense surtout aux taxes que nous, on va mettre aux frontières en représailles. Là, on est dans des hypothèses parce qu'on n'a aucune idée de ce que la représaille sera. Aujourd'hui, la Commission européenne est très discrète sur le sujet. Donc on ne peut pas très bien estimer le tarif qui sera appliqué aux produits américains qui rentrent en Europe. Mais une fois de plus, c'est seulement 17%, hors zone euro. Cette inflation qui est faible, en principe c'est bon pour la consommation. En France, je crois que c'est 0,7% en ce moment. 0,6 même. Oui. Et pourtant, la consommation ne repart pas. On a vu dans des reportages, dans les supermarchés, ça ne repart pas. Pourquoi? Alors, 2 choses. D'abord, moi, je regarde des chiffres européens parce que je suis la Banque centrale européenne, donc pour tous les pays. On a une légère reprise de la consommation. On a une légère reprise de l'investissement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le consommateur, l'investisseur, l'acteur économique, il est inquiet parce qu'il ne sait pas quels seront les tarifs, il ne sait pas quel sera l'impact des tarifs sur les prix, sur la croissance, sur les marchés sur lesquels il se développe ou il exporte. Donc il y a une espèce d'attentisme général. Ce n'est pas le cas sur toutes les catégories de produits. Si vous regardez par exemple l'activité de services et en particulier l'activité du tourisme, des transports, ça marche très bien. Les achats de biens d'équipement par exemple, ou les achats que font les ménages, un gros achat, pour l'instant les gens
attendent, sont dans l'expectative. Et j'espère que cette incertitude sera levée rapidement, si on arrive quels que soient les termes de l'accord. Voilà, c'est ça, mais il faut que l'incertitude soit levée. Alors la consommation stagne, la croissance n'est quand même pas franchement haute, et pourtant nous devons trouver des milliards pour notre budget 2026. Le gouvernement réfléchit à la possibilité d'une année blanche, de ne pas indexer les pensions de retraite, les allocations sur l'inflation. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Moi, je ne vais pas me prononcer sur leurs propositions. Alors, parce que je regarde en général. Ce qui, pour moi, est très, très important, et je pense qu'il sera très important pour tous les gouvernements aujourd'hui, c'est d'avoir la stabilité des prix, et ça, aujourd'hui, on l'a. 2, de se mettre en ordre de marche rapide pour faire des réformes, pour simplifier, pour encourager l'innovation et l'investissement, parce qu'on a une espèce de fenêtre, on a une fenêtre de tir qui est incroyable. On est aujourd'hui en Europe une zone où il y a un degré de confiance important, où les échanges économiques se poursuivent, et où par ailleurs les États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique, mettent tout en cause et tout en doute. Donc aujourd'hui, notamment grâce à l'euro, mais aussi grâce à l'épargne que nous, les Européens, nous mobilisons. Ils ont beaucoup d'épargne. Beaucoup d'épargne. Mais malheureusement, une grande partie de notre épargne sort d'Europe. Il faut qu'on la garde en Europe, il faut qu'on avance vite sur ce marché unique des capitaux et sur la faculté de garder des talents et de développer l'innovation chez nous. Vous avez rappelé aujourd'hui, lors de votre conférence traditionnelle, que vous irez jusqu'au bout de votre mandat qui s'arrête en 2027. On vous dit partante ensuite pour le forum de Davos, pour diriger le forum de Davos, qu'on qualifie souvent de club des riches. Est-ce que vous pourrez être aussi utile à ce poste-là, si vous le prenez, qu'au FMI ou à la BCE ? D'abord, vraiment, les gens ont fait une montagne de cette rumeur. Ce n'est qu'une rumeur ? Totalement. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis engagé dans ma mission, la stabilité des prix, défendre l'euro, maintenir la confiance dans la monnaie. Ça, c'est ma mission. Et je ferai mon métier jusqu'à son terme. Et après ? Après, écoutez, on verra. J'ai des petits-enfants, j'ai des roses, j'ai une famille. Puis je ferai peut-être quelque chose d'autre, c'est possible. Merci beaucoup, Christine Lagarde, d'être venue sur notre